Bonjour tout le monde, bienvenue au Bracket Show. Donc, Bruno en direct de la deuxième journée du Kung Fu et je suis présentement avec Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Bruno. Ça va bien? Ça va très bien, merci, oui. Parfait. Donc, avant qu'on rentre dans le sujet, si tu pouvais nous parler un peu de toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bien sûr, donc moi en fait je m'appelle Nicolas, je suis développeur web dans une compagnie qui s'appelle BuzzBud, ici à Montréal. On fait essentiellement du JavaScript back-end, front-end, donc c'est full stack, c'est surtout ça que je fais. Puis moi en particulier, donc je suis tech lead à BuzzBud et à BuzzBud on a pas mal de code existant depuis 8 ans et les développeurs sont là depuis moins de 2 ans. Donc on a beaucoup de code comme ça qu'on a hérité et avec lesquels il faut travailler. Puis BuzzBud c'est une startup, donc il faut qu'on livre des features vite, il faut qu'on grossisse vite, il faut qu'on aille vite. Donc comment on gère ce code existant et on va vite, c'est mon challenge au quotidien. OK, donc ça nous amène justement au sujet que tu voulais nous parler aujourd'hui, le fameux Legacy Code. Oui, le code legacy, donc le code hérité, c'est un sujet, je pense, qui touche absolument tout le monde parce que c'est très rare finalement de travailler sur un code tout nouveau from scratch. On recommence. Généralement, on travaille avec un code qui marche déjà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est payé, c'est parce que ça marche très bien, c'est en production, ça ramène de l'argent. Puis le challenge, c'est de continuer à ce que ce code il marche toujours, puis on le fasse évoluer. Et puis ça, avec le temps, en fait, c'est de plus en plus difficile parce que plein de raisons. Peut-être que je ne peux pas changer le code sans casser quelque chose, sans savoir si j'ai cassé quelque chose. Ça, c'est un challenge. Aussi, c'est assez fréquent. Ce code, ça a été écrit par quelqu'un d'autre avant, il y a quelques années, c'est pas moi, j'ai pas de contexte, j'arrive, je sais pas ce que ça fait, mais il faut quand même que je le change. Donc ça, c'est les deux gros challenges du legacy code. Et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup personnellement. Peut-être une question que je verrai tout de suite pour commencer, parce que justement, on parle d'avoir peur de briser quelque chose. Donc là, tu parles d'un contexte où il n'y aurait pas nécessairement de test sur ce code-là, n'est-ce pas? Oui, d'ailleurs, une définition assez célèbre du legacy code. Qu'est-ce que c'est le legacy code? C'est le code qui n'est pas testé. Ça, c'est la définition de Michael Feathers. En fait, je pense que ça va un peu plus loin que ça, mais c'est une très bonne définition parce que la plupart du temps, on n'a pas de tests, ou peu de tests, ou des mauvais tests. Donc ça, c'est généralement le premier problème à adresser. Qu'est-ce que tu dirais justement dans le cas où, par exemple, on a peu de tests ou on en a quelques-uns quand même, la première étape à faire pour attaquer justement ce legacy code-là? La première étape pour adresser du legacy code, c'est d'écrire les tests qui n'ont pas été écrits. Le meilleur moment pour écrire les tests, c'était quand on a fait le code. Et le deuxième moment pour écrire les tests, c'est maintenant quand on doit toucher ce code-là qu'on doit modifier. Et ça peut être un gros challenge parce que ce code qui a été écrit sans test, on n'a pas pensé à faire en sorte qu'il soit testable. Et généralement, il y a peu de chances que ce soit juste facile de le prendre et de le mettre dans les tests et ça marche. Donc c'est souvent ce challenge-là qui est la première grosse marche pour adresser le legacy code. Mais c'est celle qui est indispensable parce que les tests, c'est la manière automatisée d'avoir un feedback sur quand j'ai fait mon changement il fonctionne et j'ai rien cassé d'autre. Parce que sinon, je fixe un bug, puis en fait j'en crée 2 autres et puis là c'est parti, ça s'arrête jamais, quoi. Puis comment tu dirais que, je sais pas s'il y a une formule ou une manière, parce que oui, on peut dire on va rajouter des tests sur le code qui n'était pas testé, mais comment savoir que nos tests font effectivement ce que le code en théorie doit faire? Ça c'est compliqué parce que il y a 2 choses. Il y a ce que le code en théorie doit faire, puis ce que le code fait exactement aujourd'hui. Et peut-être que ce que le code fait, c'est différent de ce qu'on pense que le code doit faire. Donc si on est dans ce contexte-là où en fait j'ai plus vraiment les gens qui ont développé ça, ils sont partis, il n'y a plus beaucoup de documentation, puis je connais pas bien ce code-là. Il y a une phase de je dois apprivoiser ce code, je dois aller lire et comprendre ce que ça fait, puis ça généralement ça peut être bien compliqué. Donc il y a plusieurs techniques. Une technique que je présente notamment à Kung Fu, si vraiment je ne sais pas du tout ce que fait ce code-là, mais je veux quand même vite mettre en place des tests pour pouvoir travailler avec. Ça s'appelle le approval testing. Et l'idée, en fait, c'est de exécuter le code dans des tests. Et je ne sais pas bien ce que ça devrait faire en théorie, mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une snapshot de ce que le code fait aujourd'hui. Et en fait, je vais pouvoir retravailler ce code-là et comparer le comportement du code après avec le snapshot d'avant. Et c'est ça qui va me dire, ça fait toujours la même chose
ou non, il y a quelque chose qui a cassé quand tu as fait ton changement. Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile à mettre en place? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font déjà des tests unitaires, des tests d'intégration, même les tests end-to-end. Là, on parle d'une autre catégorie encore. Est-ce que ça se fait facilement pour des gens qui n'ont jamais entendu parler des approval tests avant aujourd'hui? La difficulté de mettre en place des approval tests, c'est la même difficulté que de mettre en place des tests sur un code legacy. C'est que le code, il n'a pas forcément été fait pour être testable. Et en fait, ce qui va être difficile, c'est de mettre ce code, de le lancer dans un environnement de test. Parce que, en fait, quand tu lances le code, il va y avoir des appels à une base de données, ou alors il va y avoir des requêtes HTTP. Et tout ça, en fait, quand tu vas lancer le test, ça va juste crasher. Et toi, tu veux arriver à un état où, en fait, tu peux récupérer un snapshot de ce que fait le code. Et donc, arriver à cet état-là, c'est le plus compliqué. Ça prend pas mal de... Il y a plein de techniques pour, en fait... arriver à poser ton premier test sur le code. Une fois que tu en es là, le reste, ça coule tout seul. Et la meilleure ressource que je connaisse, moi, pour traiter pour poser ce premier test et pour mettre en place ce code existant très compliqué dans un environnement de test, c'est des techniques qui sont décrites dans le livre de Michael Feathers, Working Effectively with Legacy Code. Donc ça, s'il y a une référence que je donnerais, c'est le livre que je recommande en premier à lire. Avant même refactoring, etc., clean code et tout, ça c'est bien pour du nouveau code ou pour savoir où est-ce qu'on va aller. Mais en fait, souvent, la première chose qu'on doit faire, c'est ça. C'est mettre ce code-là dans des tests et après, c'est bon, je peux refactor. Est-ce qu'il y a beaucoup d'outils ou de techniques? Je pense qu'il y a déjà plusieurs joueurs qui essayent de faire des approval tests chacun à leur manière. Je ne sais pas si tu peux nous parler un peu des différentes plateformes ou versions, si on peut dire, qui existent là-dessus. Oui, ça va. Donc c'est ce genre de technique en fait ça dépend pas du langage. Dans tous les langages, tu vas avoir quelque chose qui te permet de le faire, ou en tout cas tu peux le faire dans tous les langages. Approval test en général, tu cherches ça, il y a un site approvaltest.org ou .com. Et là-dessus, tu vas trouver plein de librairies qui te donnent en fait des outils pour pouvoir le faire plus facilement. Finalement, l'idée du approval test, tu pourrais le faire à la main. À partir du moment où tu peux lancer ton code dans un test et récupérer un log par exemple, tu récupères la sortie, le retour de ta fonction et tu peux mettre ça dans une string dans un fichier. C'est bon, c'est ça ton snapshot finalement. C'est quoi? C'est un fichier où tu as écrit dedans les choses intéressantes qui se passent du code. Donc ça, tu n'as pas besoin de librairie pour le faire. Maintenant, tu as des librairies qui te le donnent. Donc approvaltest.com te donne plein de sources. Moi, je suis plutôt donc JavaScript, back-end, front-end. Et en front-end, ça a été popularisé avec React et surtout Jest. Ça s'appelle pas les approval tests, ça s'appelle des snapshots. Et la difficulté aussi, c'est qu'il y a plein de noms différents pour la même technique, mais c'est la même technique qu'il y a derrière. Et les snapshots, c'est ça. Tu as des matchers to match snapshots. La première fois que tu lances le test, ce que ça fait, c'est que ça capture le résultat, ça le met dans un fichier. Et la deuxième fois que tu lances le test, ça prend le résultat et ça le compare avec le fichier. Donc Jest, par exemple, fait ça, mais il y a en Java, en Python, en C++, en PHP, tu as des librairies qui font le travail. Si je pense à la pyramide de tests, la fameuse pyramide de tests qu'on voit toujours où il y a beaucoup de tests unitaires et éventuellement pas beaucoup de tests end-to-end, les approval tests, où on les situerait dans cette fameuse pyramide ou en fait s'il y a même encore raison d'être d'avoir une pyramide? Ouais, alors là effectivement, si je devais placer la technique d'approval test dans cette pyramide, on est plus proche du test unitaire intégration. Probablement, on est certainement sur de l'intégration parce que on va prendre le code qu'on a comme une espèce de boîte noire. C'est ça notre problème, c'est qu'en fait on a du mal à comprendre ce que ça fait et on veut juste lui donner des inputs et capturer l'output dans un snapshot. Donc ça ressemble plus à un test d'intégration. Maintenant on va peut-être devoir couper les appels à la base de données ou ce genre de choses qui poseraient des problèmes pour mettre ça dans un test. On n'est pas au niveau du end-to-end parce que vraiment là on est au niveau du développeur, donc on va attaquer le code du point de vue du développeur, on va appeler directement la fonction puis on va loguer ça. End-to-end ce serait plus du point de vue de l'utilisateur final du produit, donc on est au niveau des tests d'intégration. Ouais.
Si on sortait du cadre du legacy code pendant un moment, je démarre un nouveau projet, évidemment j'ai une mentalité très orientée vers le test-driven design, je veux faire des tests unitaires, intégration, end-to-end. Est-ce que j'ai une raison en fait, est-ce que je devrais faire des approval tests en plus? Si oui ou si non, dans le fond, pourquoi? Ouais. Alors, généralement non. Par définition, le approval test, ça va être un test after, c'est-à-dire qu'en fait, tu as un code qui existe déjà et tu captures son comportement après. Et ça, c'est pour vérifier que en fait, quand tu changes ce code-là, il se comporte toujours pareil. Le problème de ça, c'est dans la définition que je viens de dire. Si tu changes le comportement du code, le test, le snapshot, du coup, il va plus passer, il va planter. Et c'est normal, il fait sa job de te dire « Hey, ça a changé ». Le problème, en fait, quand tout le monde teste juste avec des approval tests tout le temps, mettons que tu fasses ça au lieu de vrais tests unitaires parce que c'est plus rapide, tu as juste à faire ton code et puis après, hop, tu prends un snapshot, c'est fini. Le problème, c'est qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que dès que tu touches au code, dès que tu changes le code, tes tests, ils vont planter. Et finalement, ce qui va se passer, c'est que tu vas plus faire confiance aux tests, en fait. Ils vont fail, puis c'est normal, puis tu regardes plus vraiment pourquoi ils fail. Ce que tu fais, c'est que tu updates les snapshots, tu peux faire ça, tu mets à jour les snapshots, tu dis le nouveau snapshot c'est bon, puis finalement le test il te sert plus vraiment comme feedback, il te sert plus à rien, puis finalement pourquoi tu testes en fait, c'est ça. Donc l'approval test c'est vraiment la technique pour te dire j'ai ce code, il n'est pas testé, on est vraiment dans un état pas idéal, plutôt que de le changer comme ça à l'aveugle sans aucun feedback et j'ai pas le temps d'aller faire des tests unitaires parce que ça me prendrait trop de temps de recomprendre ce que ça ferait. Je veux refactorer ce code et la technique pour poser des tests très rapidement dessus, c'est le approval test. Et là, c'est le use case. Ouais. Ça me fait penser peut-être une dernière question. Éventuellement, à force de racheter des approval tests sur notre système legacy, en parallèle, on le modifie évidemment parce qu'on veut le faire évoluer. On essaie de sortir de cet aspect legacy-là. Est-ce qu'on peut arriver à un système où on ferait complètement disparaître les approval tests parce qu'on a fait évoluer la plateforme? Oui, exactement. Donc, je présente tous les le problème, l'approval test c'est la solution, et à la fin, ma conclusion c'est ces tests-là, il faut les supprimer. Je les supprimerai soit dès que tu as fini de travailler, c'est-à-dire qu'en fait finalement tu as mis ces tests-là pour toi t'aider à travailler ce code-là de manière sécuritaire, c'est-à-dire que je vais refactor ce code, soit je le fais à l'aveugle et en fait il y a de grandes chances que je casse des choses, c'est le coup classique de j'ai refactor et puis en fait quand tu déploies, t'as tout cassé, donc arrêtez de refactor le code. Non, je veux quand même refactor, mais écrire des tests, ça va me prendre 2 jours d'écrire des tests unitaires parce que c'est beaucoup plus long. Là, c'est une technique pour rapidement pouvoir refactor, mais une fois que j'ai fini de refactor, généralement, si je refactor, je vais à ce moment-là réécrire des tests correctement parce que déjà, je comprends ce que je suis en train d'extraire, mettons que j'extrais, et puis là, je réécris des vrais tests unitaires bien faits sur la logique, puis à la fin, je supprime ce approval test qui était juste là pour m'aider à faire ce travail-là. Parce que si je le garde, c'est le problème qu'on a vu avant, si je le garde, ce test, la prochaine fois que je change le code, il va planter. Et la seule chose que les gens vont faire, c'est update. Parce que tu sais pas, en fait, l'approval test, ce qu'il va te dire, c'est il y avait un snapshot, je ne sais pas ce que le code fait, mais il y avait un snapshot, il doit toujours exister. Ce qui est différent du test unitaire où il va dire cette fonction, elle doit faire ça. Et du coup, tu peux savoir si, moi je veux changer ce comportement. Là, le snapshot, il va juste te dire, ça marche plus comme avant. Donc, supprime ces tests. Si tu les supprimes pas tout de suite parce que le refactoring est plus long, tu peux les garder, mais supprime-les bientôt. Quand tu as fini le refactoring et quand tu arrives à avoir évacué ce code legacy sur un truc plus maintenable, tu devrais plus avoir les approval tests. Excellent. Donc, ça conclut pour l'entrevue. Merci beaucoup, Nicolas. Très intéressant. Merci à toi. C'était très intéressant. Parfait. Merci beaucoup. Bonne journée.